Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une critique idéologique assez complexe. Une analyse qui utilise la philosophie et la psychanalyse pour examiner les mythes fondateurs d'une identité nationale. Le but ici, c'est vraiment de comprendre la structure de cette pensée, les concepts qu'elle utilise pour interpréter un conflit. Voilà la question qui est vraiment au cœur des sources qu'on étudie. Elle cherche à montrer comment des histoires collectives, des souvenirs de souffrance, de grandeur, ne font pas que décrire le passé. Non, elles construisent activement la réalité politique et morale du présent. Alors, voici le plan pour cette analyse. On va d'abord regarder les mythes identifiés par les sources, puis la critique de cette fameuse notion de peuple élu. On enchaînera sur la psychologie du statut de victime et sa conséquence directe, la déshumanisation. Ensuite, on verra le contre-récit qui est proposé, un récit centré sur la dignité, avant de conclure sur le choix final que toute cette critique met en lumière. Allez, on entre dans le vif du sujet. L'analyse qu'on a sous les yeux s'articule autour de trois grands concepts, trois mythes qu'elle considère comme centraux. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces concepts sont décrits comme étant totalement interconnectés. C'est en les comprenant ensemble qu'on peut saisir les fondements idéologiques qui, d'après ces auteurs, alimentent le conflit. Le premier grand axe de cette critique, c'est l'idée de peuple élu. L'analyse retrace comment ce concept, qui vient à l'origine de la théologie, aurait été en quelque sorte sécularisé pour devenir une pure idéologie politique. Une idéologie qui justifierait un sentiment de supériorité et même une sorte de mission civilisatrice. Et la conséquence politique de tout ça, elle est décrite par un mot, l'exceptionnalisme. C'est cette conviction qu'un groupe, à cause de son histoire ou de son statut perçu comme unique, se placerait au-dessus des lois et des normes morales qui s'appliquent à tout le monde. Le droit international, par exemple, pourrait alors être vu comme quelque chose qui ne le concerne pas. Et pour appuyer ce point, les sources ne vont pas chercher bien loin. Elles s'appuient sur des critiques qui viennent de l'intérieur, du monde intellectuel juif lui-même. Dès 1968, vous avez le philosophe Yeshayahu Leibovitz qui alertait déjà sur ce qu'il voyait comme une dérive nationaliste où le religieux devenait un simple outil au service de l'État. Et dans la même veine, les auteurs citent Martin Buber. Pour lui, la vraie vocation, elle n'est pas dans la domination, pas dans la conquête. Elle est dans la capacité à créer une relation éthique avec l'autre d'égal à égal. C'est une vision qui oppose de manière radicale le dialogue à la force brute. Cette analyse, en fait, elle mobilise tout un arsenal de penseurs pour construire son argumentaire. On y trouve Hannah Arendt sur le mythe de l'innocence, les psychanalystes comme Fromm et Freud sur les aspects presque pathologiques de ce sentiment d'exception, ou plus récemment Jacqueline Rose qui a analysé comment la mémoire d'un trauma peut être retournée, instrumentalisée pour légitimer l'exercice du pouvoir. On passe maintenant au deuxième pilier de l'analyse, l'instrumentalisation de la mémoire et la construction de ce que les sources appellent une identité de victime. Attention, il ne s'agit pas de nier une souffrance historique, pas du tout. Il s'agit d'analyser comment son souvenir est utilisé pour forger une identité qui revendique un statut moral à part. Cette citation, attribuée à Golda Meir, est utilisée dans l'analyse comme une illustration vraiment extrême de ce mécanisme psychologique. Elle est présentée comme un exemple de la façon dont l'occupant peut carrément inverser les rôles et se percevoir comme la véritable victime, celle qui est contrainte à la violence par l'autre. Ce phénomène porte un nom, le nationalisme victimaire. Selon cette théorie, une nation ne construit plus son identité sur des victoires, mais sur un traumatisme fondateur. Et cette mémoire de la souffrance, elle devient une sorte de capital moral qu'on peut invoquer à tout moment pour justifier les politiques actuelles et pour délégitimer toute critique. La psychanalyse nous donne un outil pour comprendre ce processus. Ça s'appelle la compulsion de répétition. L'idée, c'est qu'un traumatisme qui n'a pas été résolu pousse un individu, ou dans ce cas un collectif, à rejouer sans arrêt le même scénario traumatique, de manière inconsciente. Et dans cette grille de lecture, celui qui a été victime peut devenir à son tour persécuteur, sans même s'en rendre compte, dans une tentative tragique de maîtriser le passé. Mais l'analyse oppose à cette logique une autre voie, une voie qui vient, elle aussi, de l'expérience la plus extrême qui soit. C'est celle du philosophe et survivant Jean Améry. Sa phrase est présentée comme un principe éthique fondamental. Avoir souffert ne donne absolument aucune supériorité morale, aucune excuse pour ne pas reconnaître l'humanité de l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à la troisième étape du raisonnement des sources. Pour elle, la conséquence logique de la combinaison de l'exceptionnalisme et de ce nationalisme victimaire, c'est la déshumanisation de l'autre. C'est presque mécanique. Si nous sommes élus et les seules victimes légitimes, alors eux ne peuvent pas être nos égaux. Les sources affirment que cette croyance, même si elle est rarement dite aussi crûment, elle structure en profondeur la manière de voir les choses. C'est cette idée que l'autre appartient à une catégorie humaine inférieure, avec des émotions, des valeurs différentes, moins développées. C'est présenté comme l'obstacle numéro 1 à toute forme d'empathie ou de reconnaissance. Ce tableau, il résume bien la hiérarchie implicite que cette idéologie met en place, toujours selon cette analyse. D'un côté, un « nous », défini par des qualités universellement positives,
et de l'autre, un E qui est simplement son image inversée, son négatif. Une telle division rendrait la violence non seulement possible, mais presque justifiable. Mais face à ce que les sources décrivent comme une machine à déshumaniser, elles présentent un contre-récit. Et ce contre-récit est centré sur ce qu'elles appellent la résistance palestinienne. Attention, pas au sens militaire, plutôt comme une affirmation de tous les jours, une affirmation culturelle de la dignité et de la vie. Cette résistance, elle passe par la création. Malgré des conditions de vie extrêmement difficiles, la société palestinienne continue, selon ses auteurs, de produire de la culture, de l'art, du savoir. Chaque poème écrit, chaque olivier planté, chaque cours à l'université est vu comme un acte de pulsion de vie qui vient s'opposer à une pulsion de mort. C'est le poète Mahmoud Darwich qui est cité pour incarner cette philosophie. Sa poésie, elle ne se focalise pas sur la haine de l'ennemi. Au contraire, elle célèbre les détails les plus simples qui rendent la vie digne d'être vécue. C'est un humanisme radical qui trouve sa force dans l'attachement au quotidien. Les sources dressent ici un contraste vraiment saisissant entre deux visions du monde. D'un côté, une idéologie de la séparation, symbolisée par les murs, les checkpoints, et de l'autre, une culture de l'enracinement, de la persévérance, symbolisée par l'olivier, cet arbre qui traverse les générations. On arrive maintenant à la conclusion de cette analyse. Tout cet argumentaire nous mène à une synthèse, qui se présente en fait comme un choix éthique et politique fondamental. Voici la thèse centrale que proposent les sources pour conclure. La véritable grandeur d'un peuple, elle ne se trouverait ni dans un statut d'exception, ni dans la commémoration de ses souffrances. Non, elle résiderait dans sa capacité à dépasser son propre traumatisme pour reconnaître l'humanité pleine et entière de l'autre. Et c'est sur cette question, laissée ouverte, que se termine la critique. Elle nous interroge sur le sens même du mot « élection ». Est-ce qu'il faut choisir de s'enfermer dans un particularisme qui exclut, ou bien de s'ouvrir à une élection bien plus large, celle de l'humanité tout entière, qui choisit la reconnaissance mutuelle de la dignité de chacun? C'est la réflexion finale que nous propose cette analyse.